Oui, mais alors ce qu'on comprend d'autant moins, c'est que depuis très longtemps, on connaît la position de Poutine sur, après une paix Oui. éventuelle, sur la non-prolifération Mmh. de soldats de Oui. l'OTAN sur le territoire ukrainien. Alors pourquoi aller remettre ça sur Non, mais on voudrait fâcher Poutine, Non, mais qu'on s'y prendrait pas autrement. Je suis d'accord avec vous, c'est une obsession, il n'y a pas de mots différents pour qualifier ça de la part d'Emmanuel Macron. Keir Starmer l'a suivi, on notera que cette fois-ci, quand ils ont signé leur accord avec Zelensky, ni Merz n'était sur la table, n'était à la table, Non, il ni n'était pas sur la Meloni. table, non. Il n'était pas sur la table, pardon. Mais en tout cas, C'est pas il son n'était genre. pas... Et Mélanie a précisé, on n'enverra pas, enfin comme si elle était absolument pas concernée par cette histoire, on n'enverra pas nos enfants faire la guerre en Et quant Ukraine. aux Américains, ils n'ont pas signé cet accord. Non, ils n'ont pas signé cet accord, pourtant Donc, ils étaient là. Et Exactement. ils étaient juste sur la photo. Oui. Donc le but, c'est Non, mais- pour Emmanuel Macron, c'est de s'isoler encore davantage dans sur cette question. Vous avez dans cette coalition des volontaires, en fait, qui regroupe 26 pays, des déclarations d'intention qui sont magnifiques, mais on se paye de mots. Et je regardais l'autre jour, il y a un pays en particulier qui ne fait pas parler de lui d'habituellement, c'est la Croatie. Et la Croatie a émis il y a quelques mois un communiqué disant qu'il n'y aura jamais de troupes croates en Ukraine. Donc c'est pas simplement... Elle suit un peu Mélanie. Oui, mais c'est pas forcément politiquement, ils sont pas forcément alignés. Ceux qui sont alignés avec Mélanie, c'est plus Orban et Fico. dont C'est on pas connaît les exactement la même positions. ligne, mais en Disons tout que ça se rapproche, quoi. Oui. Voilà. Mais en tout cas, on se parle, on fait des réunions, et personne n'est dupe. Et même Zelensky, qui voit bien que les déclarations d'intention, lui, il voudrait voir peut-être je sais pas, je suis pas dans la tête de Zelensky, mais il voudrait peut-être voir des troupes européennes déjà sur le sol ukrainien à combattre les Russes. Je pense qu'évidemment, Volodymyr Zelensky souhaiterait cela. Mais surtout, je pense que Volodymyr Zelensky n'est pas non plus a quand même une certaine expérience des négociations depuis le début de cette guerre, et c'est quelqu'un qui veut surtout des armes. C'est ça dont il a besoin. Et il sait via les Européens, que les Européens ont le carnet de chèques et qu'ils sont capables d'acheter des armes. Non, il voit aussi que les Européens n'ont plus le carnet de chèques et qu'ils doivent se protéger eux-mêmes avant de protéger l'Ukraine, parce que c'est quand même la petite musique qui monte en ce moment. Oui. C'est-à-dire que on le voit bien même. Régis, même on le voit bien sur les visages. Lors de, là il y a eu le triangle de Weimar, on le voit bien sur le visage des Polonais, des Autrichiens, des Allemands. On le voit, on voit qu'il y a une forme de lassitude des pays européens. Je dis pas que c'est général, mais on comprend bien qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent, on peut plus fournir d'armes. Combien la France a-t-elle fourni de canons César? Aujourd'hui, on n'en a plus. On peine à en refabriquer parce que ça prend un certain temps. Bon, on a quand même augmenté les cadences de fabrication du canon César depuis un petit moment. On a repris les cadences, bien sûr, mais ça c'est aussi avec la guerre en Ukraine. Mais en réalité, vous voyez bien qu'il y a une lassitude des pays européens à fournir M. Zelensky, qui, pardonnez-moi, ça va être politiquement pas très correct ce que je vais dire, mais on a l'impression qu'il n'est jamais content. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a une liste de courses, il arrive avec une liste de courses, et puis ça ne suffit jamais, en fait. Oui, et d'autant plus que le scandale a éclaté quand même qu'une grosse partie des armes n'arrivait jamais au front et disparaissait dans la nature. Il y a aussi ça, le problème qu'on a avec l'Ukraine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais ce problème... Elles disparaissent où, ces armes? Elles sont, on va dire, écoulées dans des réseaux parallèles de contrebande d'armement, mais qui ne sont pas étonnants. On va dire, ce sont les réseaux mafieux qui existent en Ukraine depuis le début de la guerre. Donc des réseaux mafieux ukrainiens. Des réseaux mafieux ukrainiens et des réseaux connectés à des réseaux de vendeurs d'armes internationaux. Il y en a plein. C'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui arrivent sur le sol ukrainien. Oui. Certaines servent effectivement à se défendre contre les Russes. Oui, et d'autres servent à être revendues. Tout à fait. Mais revendues où? Revendues dans le monde. En Afghanistan, de même que dans d'autres pays. l'Ukraine a acheté, pendant ce conflit, énormément d'armements à d'autres pays qui avaient des stocks d'obus un peu plus âgés, un peu plus vieux, des choses comme ça. Il y a un véritable bazar des armes en Ukraine. C'est passionnant ce que vous dites, et donc du coup on va vous garder encore quelques temps. Régis Le Sommier, 20h27. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Vincent Roy, Raphaël Steinville, jusqu'à 9h avec Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de Omerta. Et c'est Raphaël Steinville qui reprend pour vous poser une question, Régis Le Sommier.
Oui, c'est surtout pour prolonger la réflexion qu'on avait autour de la corruption en Ukraine. Il faut se souvenir que l'Ukraine, qui était l'un des pays les plus corrompus du monde avant le début de cette guerre, ne s'est pas mué en quelques mois en un pays vertueux. En juillet dernier, Zelensky avait même voulu promulguer un décret pour limiter les pouvoirs d'enquête des agences anticorruption, conseillé par Andriy Yermak, son plus proche conseiller, et avant de devoir faire volte-face sous la pression de la rue. Et on a vu à quel point finalement ces agences anticorruption se montraient sévères à l'égard des proches de Zelensky, qui ont très largement puisé dans la caisse. Donc on s'étonnait tout à l'heure de la disparition d'un certain nombre d'armements livrés à l'Ukraine. Dans ce contexte, on comprend mieux parce que ce pays, pour partie, est très largement corrompu et ça n'a pas changé avec la guerre. Moi, je pense qu'on peut avoir de l'émoi et de la sidération à la disparition des armes dans un pays qui peut être corrompu de différentes façons, mais que des armes fournies par des pays européens pour sauver les populations qui se font bombarder au jour le jour dans différentes villes et parfois dans des écoles, parfois dans des hôpitaux, pardonnez-moi, mais tout à l'heure, on parlera quelques minutes du drame de Crans-Montana et de ces images de certains médias italiens qui montrent que la patronne du bar, la femme de Jacques Moretti, est en train de se barrer avec la caisse au début de l'incendie. Pardonnez-moi. Enfin, je veux dire, on atteint des sommets d'inhumanité qui sont colossaux et de cynisme. Mais je sais plus mettre des mots là-dessus. En fait, ce qui est assez compliqué, vous fournissez c'est que des armes et ces armes sont revendues. Mais enfin, pardonnez-moi. Pierre de Villeneuve, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le simple fait de soulever ce problème qui est fondamental et qui met en cause notre propre sécurité, fait passer ceux qui alertent de ces problèmes gravissimes pour finalement des anti-Zelensky et donc des pro-Poutine. Donc ces problèmes, ils sont connus, ils sont identifiés. Le New York Times en a fait déjà état. Sans que finalement nos gouvernements... Sans qu'il y ait de l'émoi. Ce qui est très intéressant, c'est que le New York Times suit ça depuis pas mal de temps. Il y a quelques mois, ils avaient sorti une enquête qui était tirée d'une série d'audits qui avait été faite sur les livraisons d'armes auprès du ministère de la Défense ukrainienne. Alors, c'était un organisme, une agence, c'était pas les deux agences anticorruption, c'était une autre agence, mais spécialement créée à la demande des Américains pour surveiller ce qui se passait au ministère de la Défense ukrainienne. Et ils avaient remarqué que sur les centaines de contrats d'armement signés par l'Ukraine, systématiquement, l'Ukraine pratiquait acheter systématiquement, quand il y avait un appel d'offres pour des obusiers ou des canons, etc., systématiquement, l'Ukraine achetait le plus cher. Alors, en soi, ce n'est pas un signe de corruption, mais c'est quand même un signe que la répétition systématique de cette pratique montre que, voilà, on achète toujours au plus cher. Également, il y a eu des cas où des armes ont été payées et elles n'ont jamais été livrées. Et ça, tout ça est répertorié et documenté. Mais le problème, comme le disait Raphaël, d'ailleurs il y avait eu un remarquable reportage qui mettait en avant ces problèmes au début de la guerre, en avril 2022, par la chaîne américaine CBS News, qu'on ne peut pas accuser d'être pro-Kremlin. Eh bien, à l'époque, CBS News estimait qu'un tiers de l'armement n'arrivait jamais au front. Eh bien, comme par hasard, le reportage a été écarté, on l'a fait disparaître. Les Américains ont dit oui, mais il faut à un moment, il faut qu'ils s'adaptent, nanana. Nous, vous inquiétez pas, on va surveiller. Et en fait, pendant les années Biden, on n'a pas tellement surveillé. C'est Trump qui a demandé un audit sur les sommes investies en Ukraine. Et c'est là que ça a commencé. Et c'est là que sont rentrées dans la danse ces deux agences anticorruption.